boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Ulrich Atinéou, bonsoir à tous. Nelly Dodino, bonsoir à vous aussi. Ulrich Atinéou, bonsoir. Alors, depuis quelques heures, vous le savez, les députés Bako, Idrissou et Valentin Gossou-Dianantin, pour ne pas citer Mohamed Ataourenoko, puisqu'on vient de nous confirmer donc que sa levée d'immunité également a été confirmée. Donc, ces députés ont perdu depuis quelques heures leur immunité parlementaire au regard du rapport déposé par la commission présidée par le député Robert Bihan. Beaucoup se disaient qu'une fois encore, les députés n'allaient pas, lors de cette plénière aujourd'hui, ils n'allaient pas pouvoir réunir les 2/3 pour lever l'immunité de leurs collègues. Mais chose curieuse, Vigile Avancé, les 2/3 ont été trouvés. Bon, ce n'était pas curieux, et c'était pas curieux du moins. Je disais déjà ici que l'Assemblée nationale reste d'abord un haut lieu de la politique, que la commission, en proposant donc cet avis à la plénière, puisque ce n'est qu'une proposition d'avis, n'est-ce pas? La plénière est donc libre de suivre ou de ne pas suivre. La politique, c'est d'abord, du moins l'Assemblée nationale, c'est d'abord le siège de la politique, et donc cela n'est pas étonnant que techniquement la commission n'ait pas d'éléments, n'est-ce pas, de preuves à retenir contre les, disons, désormais les 3 députés, et qu'il propose, bon, mis à part le cas Atao, oui, ça a été, voilà, nuancé, eh bien, qui propose de ne pas lever l'immunité de ces personnes-là. La preuve, c'est que quand vous faites bien le décompte, avec le nombre, n'est-ce pas, des députés minorités, de la minorité du moins, dans la commission des lois, avec le nombre que font les commissionnaires, donc les membres de la commission des lois, vous comprenez bien qu'il y en a qui ont, n'est-ce pas, voté pour. Enfin, contre la levée de l'immunité, mais en plénière, voter pour vous dire que c'est d'abord politique. Et c'est justement ce pourquoi je parlais de l'effet surprise tout à l'heure, quand je disais que c'était peut-être contre toute attente, parce qu'on a fait ce débat-là ici, hier, parce qu'on disait qu'au regard du rapport, on parlait d'un rapport ou d'un dossier qui serait vide, quand on parlait du cas Valentin Gossou-Dianantin. Nuançons tout de suite, dossier vide, ce n'est pas ce que la commission a dit. Il n'y avait pas assez de preuves peut-être. Voilà, que le rapport principal, donc l'élément, la pièce principale qui accuse donc les députés Dianantin et Bako, Idrissou, on n'a pas mis ce rapport à sa disposition. Donc, se basant sur les éléments que la commission avait, en l'état, il n'était pas nécessaire de lever l'immunité de ces 2 députés-là. Pourquoi le rapport a été gardé? On avait pensé, l'invité d'hier, Eugène Azatassou, pour ne pas le nommer, pensait que, eh bien, dans ce laps de temps, on pouvait avoir donc de compléments d'information à l'Assemblée. Mais non, les députés n'auront même pas attendu ce complément d'information. Et pour moi, le fait que la commission ait proposé, n'est-ce pas, qu'on ne lève pas l'immunité, mais que la plénière aille dans le sens contraire, c'est encore une fois la preuve et la grande preuve que ça reste d'abord politique. Nelly Dodino, comment vous appréciez le vote des députés ce soir à l'Assemblée nationale? Mon appréciation, c'est d'abord une satisfaction morale de voir désormais que le Parlement béninois ne sera plus désormais un lieu où on va se réfugier pour ne plus répondre, pour ne pas répondre peut-être au cas où il y aurait des accusations de détournement public. Le Parlement béninois ne sera plus là où on va se cacher tout simplement, soit parce qu'on a été cité dans un dossier. Le Parlement béninois ne sera plus un parapluie. Ma satisfaction de voir désormais la Haute Cour de justice voir défiler devant lui des justiciables, des personnes pour lesquelles elle a été créée. Cette institution, quoi qu'on dise, budgétivore, parce que ne juge pratiquement personne, mais il y a un personnel, il y a une présidence, il y a ci, il y a ça, il y a un budget de fonctionnement qui est alloué à cette institution, mais ne juge pratiquement personne. Et quand je parle de satisfaction morale, c'est que les députés en leur sein ont donné le top des festivités.
ont donné la voie. Autrement dit, le mythe est brisé. Le mythe est brisé. Le mythe de se dire, quand j'ai l'immunité parlementaire, l'immunité me protège de tout. Nous savons, autant qu'ils sont, beaucoup sont cités dans des dossiers. Et désormais, moi, j'ai la satisfaction morale que vous êtes accusé de détournement de deniers publics. Vous avez occupé un poste de responsabilité dans votre vie. Votre gestion sera auditée et vous allez répondre devant les juridictions, la juridiction compétente qu'est la Haute Cour de justice. Et je pense que les Béninois doivent pouvoir être à l'aise, relax dans cette situation pour dire la route tourne. Aujourd'hui, c'est le tour de Djanonté Atao et puis Mohamed. Demain, et puis Bako. Et puis Idrissou Bako. Oui. Demain, ce sera le tour de Monsieur Tantampion. Parce qu'on aura cité son nom. Parce que le procureur de la République, peut-être dans un dossier, aura demandé qu'on lève l'immunité de tel ou tel député. C'est-à-dire, moi, je suis tellement confortée dans cette situation que je dis, désormais, la Haute Cour de Est-ce justice... que ça ne serait pas peut-être quand nous allons nous retrouver dans une autre liste là-dessus, où ceux qui aujourd'hui sont de la minorité vont se retrouver en position de force, où ils seront majoritaires, vouloir lever l'immunité d'un autre? Est-ce que vous n'allez pas voir que d'aucuns ne penseront pas que c'est de la vengeance? C'est de bonne guerre. Si ça peut nous permettre d'assainir nos deniers publics, si ça peut nous permettre de responsabiliser tous ceux qui passent à des postes de responsabilité, si ça peut permettre à ceux qui gèrent nos sous, qui gèrent le denier public, de s'assagir, ce vote, c'est comme un effet dissuasif. C'est-à-dire que désormais, que ce soit membre de la majorité, que ce soit membre de la minorité, il y a cette épée de Damoclès qui plane sur la tête que désormais, il n'y a plus de refuge. Aujourd'hui, je suis en position de majorité et ça me favorise. Ceux qui aujourd'hui sont en train de parler de minorité, Souboni Yaye était majoritaire. Quelques-uns se sont retrouvés du côté du pouvoir, mais ça ne peut pas être de tout temps. Ça ne va pas être de tout temps. De tout ce lot, il y a ceux qui ne reviendront plus au Parlement. C'est sûr. Les élections, c'est le peuple qui décide. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Donc, il y a ceux qui ne vont pas revenir au Parlement et vont passer devant la Haute Cour de justice sans problème. Leur immunité va être levée, sans crainte. Ceux qui peut-être vont revenir dans les couloirs du pouvoir, dans les positionnements sur les listes de la majorité, ou soit-il c'est l'opposition qui gagne après les législatives de 2017-2019, attendez voir ce qui est changement de tendance comme on l'a senti aujourd'hui. Et ce serait ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, moi je vois dans ce vote le début de l'assainissement de nos deniers publics. Le début de punir ceux qui se permettent de se gaver avec nos deniers publics, détournent des milliards au jour le jour, dont parfois les preuves sont probants, mais vont se réfugier à l'Assemblée nationale. Je pense qu'eux-mêmes, on leur sait, ils ont décidé pour dire, mais non, on peut arrêter. Je suis sûr, après les élections de 2019, ceux qui auront la majorité vont revenir sur certains dossiers. Ainsi va la vie. Nelly Dodjinou éprouve une certaine satisfaction par rapport à ces levées d'immunité pour ces députés, comme quoi désormais on va assainir le secteur ou sinon les finances publiques. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi, Vigile Arouansé, le début d'un long procès peut-être pour ces députés, encore dans un environnement où tout n'est pas toujours crédible, où tout n'est pas toujours rassurant du côté de la justice? Non, c'est là où je m'inquiétais pour Nelly Dodjinou, parce que tout n'est pas joué, hein. Ce n'est qu'une étape sur un long processus. Un long processus, on l'a déjà vu, au moins une procédure donc, de levée d'immunité parlementaire aboutie ainsi. Je vais donner le cas de Alain Adiou, oui. Qui n'a jamais connu l'aboutissement. La Haute Cour de justice ne s'est jamais réunie pour statuer sur son cas. Pour faire donc, son procès. Et donc, c'est là toute la crainte aujourd'hui. Vous voyez, le régime de Boni Yaye, je le rappelais encore ici, sur ce plateau, n'est pas un exemple particulier en matière de bonne gouvernance, en matière de gestion des deniers publics. C'est même une gestion folklorique que moi, personnellement, j'ai toujours décriée dans ce studio. À savoir, bon, ben, vous voyez, les échos qui nous parvenaient,
pouvait demander à tel DG de financer telle activité le week-end, financer telle marche, financer telle messe de soutien. Et quand on demande ça au DG, vous vous demandez, ben, il va trouver où si ce n'est pas à peine le denier public qui lui est indiqué. Et donc, quand on prend le contexte actuel, et c'est là tout le problème. Moi, je n'ai aucun problème qu'on lève l'immunité des députés. D'ailleurs, il faut clarifier les choses. Ce n'est pas parce qu'on a levé l'immunité du député qu'il cesse d'être député. Il est député, il va à l'Assemblée. Mais désormais, il peut répondre il aussi répond parce que, à la justice. Exactement. Il répond parce qu'un député, en principe, si ce n'est pas le flagrant délit, on ne lève pas son immunité. Mais pour mettre fin à cette exception, c'est juste pour mettre fin à cette exception, donc l'acte qui a été posé aujourd'hui a été posé. Et donc, moi, je pense que ça casse avec le principe même de l'immunité parlementaire, le contexte actuel. Le principe de l'immunité parlementaire veut que le député soit protégé, qu'il ne soit pas poursuivi, n'est-ce pas, pour ses opinions, pour ses activités politiques. Vous pensez qu'aujourd'hui, ceux-là qui on a levé l'immunité, c'est pour leur opinion et non pour des faits qu'on leur reproche, par exemple Moi, je fouille dans les faits. Je voudrais aussi vous suggérer d'ouvrir les yeux et de fouiller dans les faits. Fouiller, donc, vous voyez, est-ce simplement des hasards de circonstances? La levée d'immunité, ça a commencé, la levée d'immunité de ces députés, ça a commencé quand? Tout juste au après le 4 avril 2017. Exactement. Ça a été réchauffé quand? Ça a été réchauffé avec donc les activités de Boni Yayi, la prolifération d'activités de Boni Yayi, de Dianotin, et notamment au lendemain donc du congrès des FCBE. Ça a été réchauffé avec le dernier vote maintenant, n'est-ce pas? Il a eu donc le siège de l'Assemblée nationale, ce dossier qui est aussi passé par là. Donc, et il s'agit de quoi? On parle de la gestion. Attendez, il s'agit de quoi? On parle de la gestion, n'est-ce pas, du coton. Parce que dans ça, on n'explique même pas, l'opinion même ne sait pas de quoi il s'agit au juge, qu'est-ce qu'on reproche aux députés. Mais le coton sous Boni Yayi, ce n'était pas seulement à partir de 2012. Ce n'est pas seulement la période là. Vous voyez, c'est pas de 2012 à 2016. Boni Yayi, c'est à partir de 2006. 2006 à 2016. Et vous voyez, est-ce que ça n'interpelle pas? Est-ce que c'est crédible qu'on coupe le temps comme ça, comme pour parler ainsi, et qu'on s'occupe uniquement de cette fraction de temps, alors qu'on sait que le magnat du coton dans ce pays, c'est Patrice Talon, et que Patrice Talon n'était pas loin, n'est-ce pas, du système Boni Yayi, et étonnamment, la période où il était en bon accord avec Boni Yayi soit clean, ne soit pas perturbable, pour utiliser ce terme-là, et que ce soit seulement en ce temps-là où les choses n'allaient plus bien. Donc, autre élément gênant, n'est-ce pas? Autre élément. Mais si effectivement, au cours de cette période, Vigile Awansé, si effectivement, au cours de cette période, même si nous prenons à partir de 2012 jusqu'en 2016. Laissez-moi aller jusqu'au Bon, allez-y alors. Je n'ai aucun élément pour innocenter qui que ce soit. Et Dieu sait que je ne veux innocenter personne. Mais nous sommes dans un pays où, regardez, la succession de scandales depuis le renouveau démocratique simplement, depuis 1990. Et donc, une lutte contre la corruption, si elle n'est pas objective, si elle n'est pas pédagogique, eh bien, ça ne fera que nous enfoncer davantage dans la corruption. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous disiez tantôt à Nelly. Vous verrez que, bon, ceux-là qui sont là, ils sont aujourd'hui aussi en train de poser des actes de gestion. Demain, il y aura un autre régime, il y aura une autre force politique qui va dire, bon ben, on va aller aussi fouiller leurs poubelles et voir ce qu'il y a. Et ça va être la même chose. Mais qui est dupé dans tout ça? C'est le peuple. C'est d'abord le peuple. Ou c'est le peuple qui en sort grandi? Attendez, quand vous voyez ce qui se passe avec des ministres de l'agriculture, tout de même, vous pouvez penser qu'on a pu gérer le coton sans le ministre de l'agriculture du temps là. On peut, même pas la rue, qui peut penser. Et donc pourquoi cette sélection-là dans la lutte contre la corruption? C'est trop flagrant. Je veux bien qu'ils répondent. Je suis content qu'ils aillent répondre. Mais quand c'est comme ça, ce n'est pas sincère. Et quand ce n'est pas sincère, ça enlève, n'est-ce pas, l'objectivité, ça enlève l'adhésion
populaire que la lutte contre la corruption devrait pouvoir avoir. Et c'est dommage. Quand on a dit lutte contre la corruption, tout le monde, au départ, croyait donc au régime de Patrice Talon. Et ce n'est pas des exercices de scandale, de lutte contre la corruption qui manquaient. Maria Gleta, on l'a attendu. PPA2, on l'a attendu. Sensan, on l'a attendu. Mais il n'a rien de tout ça. Il a suffi seulement qu'il y ait, n'est-ce pas, une certaine adversité politique en face pour qu'on commence par citer. Mais si je vous citais aussi le cas de l'ancien député, il n'a pas été député, l'ancien ministre des Finances. Moi, je dis, je veux qu'il réponde. Mais quand c'est de cette manière-là, eh bien, ça vous laisse perplexe. Nelly Dodino, est-ce que le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises qu'il faut quand même commencer la lutte quelque part? Les députés du BNP l'ont également réaffirmé. Ils l'ont dit, si tant est que vous constatez que c'est dans le camp adverse, dans le camp des députés de la minorité que nous avons commencé, quitte à ce que plus tard, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on trouve également des gens qui ont mal géré parmi nous. Ils auraient gagné en crédibilité. Ils auraient prouvé leur bonne foi en commençant par eux. C'est-à-dire, quand vous voulez punir et vous commencez par l'autre, la maison de l'autre, alors qu'autour de vous... On commence par ce qu'on maîtrise le mieux. Vous êtes chez vous, c'est un exemple simple. Hein? Vous êtes père de famille, vos enfants font le bordel dans la maison, cassent tout. Chez vous, vous ne vous intéressez pas à cela. Mais c'est plutôt la maison d'en face qui vous intéresse. Vous aurez à gagner en imprimant l'éducation, le rythme à vos enfants, quitte à ce que ça se répercute. C'est-à-dire quand vous arrivez à faire des remontrances à l'enfant du voisin, les gens vont l'accepter avec vous. Ah, ce monsieur, il ne badine pas. Tu as vu ses enfants, ils sont droits. Les gens auront du plaisir à ce que vous veniez vers eux, parfois pour rééduquer, parfois même donner des coups de bâton à leurs enfants. Parce que vos enfants, vous les avez éduqués à être modèles. C'est pour juste vous dire quoi. Vous vous retrouvez dans une situation, vous avez parlé de rupture. D'abord, pour faire les audits, vous limitez la période où vous n'êtes pas là. Il aurait gagné à demander l'audit de 90 si possible, parce qu'il est aux affaires depuis 90. Au moment de l'élection du président Soglo, c'est par là. Il aurait pu commencer par là et revenir. Mais quand on s'y conscrit en fort intervalle et puis on se met là parce qu'on n'était pas aux affaires. Moi, j'ai vu le développement de l'honorable Valentin Djanontin. Il a cité des noms. Il dit c'est la commission, c'est-à-dire c'est le conseil des ministres qui décide. On laisse le ministre qui a géré. Il a cité le ministre des Finances qui est président de la commission. Il a cité des réunions à laquelle participait M. Patrice Talon en son temps. Donc, vous voyez, moi je dis, en dehors de cette satisfaction morale, il y a que on ne peut pas s'intéresser aux autres. Moi j'ai entendu des députés aujourd'hui parler, je dis c'est pas possible, c'est le monde à l'envers. Des noms cités dans autant de dossiers dans ce pays. Et pourtant, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Ils sont devenus des donneurs de leçons. Alors qu'on aurait gagné à prendre dans la masse ceux qui sont avec vous. Parce que ceux qui sont avec vous devaient être irréprochables. C'est pas eux que vous donnez la leçon. Si autour de vous, vous tapez fort, ceux d'en face n'oseront pas. Non, mais aujourd'hui, nous sommes en train de régler des actes qui ont été déjà posés. C'est pas ce qui se pose. C'est pas... Tout comme si ceux qui sont avec eux n'ont pas eu à poser des actes par le passé. C'est-à-dire, dans ce dossier, quand je prends le cas de Djanontin, dans ce dossier de Sonapra de Coton, il a cité le nom du ministre des Finances. Il a cité le nom de certains directeurs qui ont été promus. Pourquoi ne pas chercher à aussi les interpeller? Certainement qu'ils attendent que l'affaire soit peut-être déjà... Si en cela, le challenge de la justice, il est grand, je crois. Oui, oui. Son challenge est grand, ce que des noms seront cités. Des témoins vont être invités à la barre pour être écoutés. Tous les noms dont il a cité aujourd'hui dans ce dossier vont comparaître. Et si en cela, la justice va jouer son rôle. Quitte à noircir ou bien à noircir le tableau ou à blanchir, ce sera au tribunal de décider. Ce sera à la haute cour de justice de trancher en fonction de ce qu'elle... Mais seulement que nous sommes dans une situation où
le Béninois a peur de se retrouver devant les tribunaux. Parce que ce qui se passe, ça fait crime parfois. C'est vrai, on parle de l'impartialité. Mais vu la composition actuelle, la loi organique désormais qui organise la justice, avec le Conseil supérieur de la magistrature, beaucoup de personnes ont peur de ce que deviendra la justice. Même avant ce qu'elle deviendra, ce qu'elle est aujourd'hui. On s'en inquiète. Autant de dossiers. Et eux-mêmes, ils en parlent. Ils dénoncent cette vassalisation. Depuis des années, sous Boni Yayi, ils ont tout le temps crié pour dire laissez-nous travailler. L'impartialité du juge, nous avons besoin d'être impartial. Nous n'avons pas besoin d'être orientés. Nous n'avons pas besoin d'être aux ordres. Ils le disent tout le temps à travers leur communiqué de presse. C'est ça, je dis, le challenge de la justice dans ces dossiers est grand. C'est à eux de faire leur boulot avec professionnalisme. Et du coup, celui qui a fait à la justice n'est pas... Parce que moi, ma satisfaction morale, je l'ai eue. Pour dire, désormais, l'Assemblée nationale ne sera plus un parapluie. Vous avez ouvert la brèche, eh bien, c'est mieux. Désormais, que ce soit sous forme de vengeance, je sais que... Il faut avoir aussi une majorité pour y arriver. Je ne refuse pas. Peu importe les acrobaties, parce qu'ils aiment bien faire les acrobaties, il y en a qui ne feront jamais l'opposition dans leur vie. Ils font tout pour se retrouver dans la majorité. Mais je dis à un moment donné, soit les élections ne vous seront plus favorables, soit vous allez vous retrouver dans une position et ça va se faire. Autrement dit, c'est une innovation à mettre à la tête de cette mentalité. C'est pour ça que je vous dis, moi, ma satisfaction morale, au-delà du caractère politique, au-delà du chantage, au-delà de la pression, au-delà même de l'oppression, je dis, c'est une satisfaction morale pour le peuple béninois et nos deniers publics. Quand quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité, ministre, cadre de la République, déjà de quelque part, doit se dire attention. C'est vrai, quand on détourne les milliards, on court rapidement pour aller se réfugier à l'Assemblée nationale parce que là, il y a un parapluie qui vous protège. Désormais, ce n'est plus le cas. Parce que les politiques aussi ont donné le top. Ils vont se le faire entre eux. Imaginons, en 2019, la minorité reprend les affaires, devient majorité. Ils vont se faire. Celui qui vient au pouvoir va remettre en cause. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'il faut toujours gérer les choses? Vigile Arouassé, on a vu au soir de l'amendement, bon, bien avant l'amendement, le dernier qui a échoué à l'étape des 4/5e de notre loi fondamentale, on aurait appris qu'il y a des députés de la minorité qui seraient approchés et on leur aurait peut-être proféré des menaces comme quoi s'ils ne votaient pas pour le oui, qu'on va lever leur immunité. Est-ce que vous croyez que c'est cette menace qui est aujourd'hui mise à exécution? Vous comprenez que si je ne suis pas dans le secret donc, de ces genre de négociations, je ne peux pas affirmer directement là-dessus. Ce que je sais, c'est que ces genres de négociations, on y met tout. On y met tout. Il faut voir le contexte aussi. Hein. Il faut voir le contexte avec le premier échec de la révision de la Constitution, celui du 4 avril 2017. Puis celui du 5 juillet 2018. Ça peut compter, pour moi, ça peut compter beaucoup dans ce qui est arrivé aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas à défaut de tentative de lever donc d'immunité de député. Il y a le cas donc Issa Salofo là. Il a aussi le cas Barthélémy Kassa, tout récent. À chaque fois, ça a échoué. Je crois qu'il a eu comme un sursaut d'orgueil dans le camp du BMP, s'échouer encore à cette tentative. C'est encore un échec commun à mettre et à l'article du BMP et à l'article du chef de l'État. Et cet argument, ça a dû compter pour beaucoup pour qu'on en arrive à ces résultats-là. En même temps que les députés, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Nelly. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas pour autant, disons, la célébration de la lutte contre la corruption. Loin de là. On veut présenter les choses de cette manière-là, si ça avait été la lutte contre la corruption. Moi, personnellement, je n'aurais rien eu et contre cela. Mais c'est un début. Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez début? Ce qui va arriver, c'est quoi? Voilà. Ce qui va arriver, oui. Vous allez voir d'ici donc la fin du régime, ça n'aura pas d'issue. Ça n'aura pas d'issue, cette procédure est enclenchée là. Et en temps, on a eu le temps
de démoraliser ces députés. On a eu le temps de taper un grand coup dans cette opposition-là. On a eu le temps de les occuper à autre chose. Allez demander aujourd'hui au député Atao, lui, dont on n'a pas eu besoin de lever l'immunité, allez demander si entre sa réélection et sa sortie de prison, qu'est-ce qu'il devait choisir? Qu'est-ce qu'il choisit aujourd'hui? Il veut d'abord sortir de prison. Il veut d'abord sortir de prison. Certainement, il fait des pieds et des mains pour sortir de prison. Vous voyez? Évidemment, hein, on lui a envoyé encore une recours ce soir, 60 voix, pour qu'il soit devant les démons de ses propres démons, contre, voilà, encore une fois, la minorité qui lui vient au secours, comme par ironie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'une stratégie pour démoraliser l'adversaire. Il s'agit d'une stratégie pour envoyer un signal fort, n'est-ce pas, à tout adversaire. Et aller discuter un peu avec ceux qui ont géré des deniers publics, qui ont des ambitions politiques. Eh bien, vous existez quand vous êtes dans le camp qui veut vous sauver, ou vous faites taire vos ambitions simplement. Allez discuter avec eux. Moi, je cherche quand même avec certaines personnes qui ont des ambitions, n'est-ce pas, politiques, mais qui se sont mêlées à la gestion hier et se disent, quel que soit ce que je ferai, si je m'oppose, si je lève la tête, on va soulever un lièvre contre moi. On risque de me briser. Et puis, ça en est fait. À la fin, la justice va le blanchir. Mais la justice va le blanchir, mais on l'aura occupé. Et l'adversaire politique aura atteint son objectif. Moi, je pense qu'on est plutôt dans ce contexte-là. Parce que si on était dans une lutte sincère, eh bien, les audits, comme on l'a déployé au début de ce mandat, eh bien, on aurait fait la pédagogie, et on aurait remis les dossiers à la justice, et tout le peuple se serait engagé contre cette mauvaise gestion-là. On aurait su, voilà la feuille de route de ce régime-là, voilà là où ils vont. Ils se sont engagés pour la lutte contre la corruption. Et le chef de l'État aussi s'est expliqué sur la question. Il dit présenter ou remettre les dossiers comme ça à la justice, c'est une manière de livrer ceux-là à la vérdict populaire. Moi, je ne parle pas d'aller de régler ça en Conseil des ministres. Je dis la justice. On ne donne pas ça à la justice. Mais c'est une manière de publier les résultats de ça. La justice publie. La justice ne publie pas les noms. On n'a même pas besoin de savoir. Si c'est la justice qui est à la manœuvre, d'accord. Mais ici, c'est pas du tout ça. Donc, c'est ça qui enlève la crédibilité à cette lutte contre la corruption. Et ça complique justement la lutte contre la corruption. Et c'est là où je suis désolé. Dans un pays où il y a tellement de chantiers de lutte contre la corruption, tellement de choses à fouiller, mais si vous le faites comme ça, vous compliquez davantage la lutte, vous compliquez l'avenir. De cette manière-là, vous ne n'œuvrez pas pour avoir l'adhésion, n'est-ce pas, des populations. Vous n'œuvrez pas pour avoir l'adhésion des citoyens pour cela. Et ça va se retourner contre vous, malheureusement. Ça va se retourner contre le régime quand ce n'est pas expliqué, quand il n'y a pas la pédagogie autour, quand on ne sait pas, quand on dessine comme ça, qu'on voit que ça a été sectionné parce que vous l'avez épargné telle ou telle personne. Ça a été fait parce que tel acteur lève trop la tête, un peu trop actif, etc., etc. Ça enlève toute crédibilité à une telle lutte. Nelly Dodinou, revenons un peu au vote, puisque on a suivi un peu les débats. Quand vous prenez les votes, je prends le dernier, 60 pour, 18 contre 17 contre une abstention, voilà. On se dit, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé, le schéma lors du vote de l'amendement de la Constitution le 5 juillet dernier. Est-ce que vous ne voyez pas que... Est-ce qu'il y a de l'objectivité? Voilà. Est-ce qu'il y a de l'objectivité? C'est ce que je voulais demander. Est-ce qu'il y a de l'objectivité dans ce vote? Parce que l'impression qui se dégage à première vue, c'est que chaque camp est resté figé dans sa position. Bon. Dans la politique, il y a toujours une minorité, il y a toujours une majorité. Il y en a qui sont de la minorité qui ont voté pour. Par exemple, je prends Guy Mitokwe. Il a voté. Il a dit qu'il s'est abstenu. Il n'a pas voté pour. Il n'a pas voté. Il s'est abstenu. Donc, il n'a pas voté pour. Il n'a pas voté contre. Il y en a aussi qui peut-être voté contre.
et peut-être hier on donnait une autre version. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'objectivité. Je dirais que le jeu de la minorité et de la majorité se joue. Se joue. Ceux qui sont en la majorité veulent démontrer, Vigile l'a dit tout à l'heure, qu'ils sont capables de faire aboutir ce dossier et que ceux de la minorité ne peuvent pas les accompagner. C'est aussi simple que ça. Et malgré que Atao, le dernier vote contre le projet, l'amendement de la Constitution, a voté pour, la minorité n'a pas voté contre lui aujourd'hui. La minorité est restée dans sa position de ne pas lever l'immunité. Il est aussi resté dans sa position. Vous voyez, donc chacun est resté dans son camp et le jeu se fait. Vigile a dit tout à l'heure, on sera occupé à autre chose. Il y a, je dis, c'est cette intimidation qui inquiète. C'est ça, je dis, la justice doit vraiment faire son travail. La justice doit faire son travail, mais la justice fera son travail quand? Non, mais c'est non, là tout le problème. Le hockey est désormais donné. La justice, désormais, peut, à tout moment, on peut interpeller les mises en cause. Je suis d'accord. Les législatives, c'est dans combien de temps? La justice aurait déjà rendu son verdict? La haute cour de justice aurait déjà statué? Non. Moi, enfin, Nelly, je vous interromps pas, allez, procéder. Aujourd'hui, peut-être, je ne suis pas dans la même logique que vous, mais moi, ce que je loue d'abord, c'est la démarche. C'est ce mythe qui est resté pendant des années et qu'on pense que l'Assemblée nationale est un refuge. Un refuge pour des gens qui ont géré. Un refuge pour des gens dont les noms sont cités dans des affaires. Un refuge parce qu'on est devenu ministre, il faut devenir député à la fois. Parce que. Moi, je dis ce soir, au moins, grâce à eux, dans leur jeu politique, ils ont fait tomber ce mythe-là. C'est en cela, moi, je parle d'une satisfaction morale. Mais je reviens quand je dis la justice fera son travail. C'est pour ça, dans les débats tout à l'heure, j'ai suivi aussi Guy Mitoke qui disait, oui, nous les avons livrés, mais quelles sont les garanties que nous leur apportons? Quelle est la protection en dehors de l'immunité que nous leur apportons? Ils peuvent juste, à la sortie, se faire traquer. Ils peuvent juste, à la sortie, se faire traquer. C'est ça, je dis, le rôle de la justice doit pouvoir se faire avec impartialité. Si, allez-y. Si déjà c'est fait et qu'on convoque les personnes dans les règles de l'art, on les met sous convocation pour les écouter et qu'on ne fasse pas comme on l'a fait à d'autres personnes, on va les déposer et on est là, on fait des mandats de dépôt, c'est dit 3 mandats de dépôt alors que la personne est déjà déposée. Là, on sent un acharnement. On se dit ça. Comme Vigile a dit, on était en flagrant délit d'acharnement. C'est lui qui avait inventé. Mais Vigile Awansé, est-ce que l'honorable Valentin Agosou Dianotin n'est pas lui-même victime de ses propos, puisqu'il disait à un moment donné, je suis prêt, même si on me déposait aujourd'hui en prison, cela ne me gênerait. Là, vous vous situez sur le plan spirituel. Moi, je ne sais pas. Vous voyez, le problème ici, ce n'est même pas qu'il fasse... c'est genre un affront quand même. Un affront à qui? Moi, je ne sais pas. Moi, le problème, c'est pas que on soit accusé et qu'on fasse face à la justice. Le problème n'est pas là, de mon point de vue. Ce qui me gêne, encore une fois, je répète, oui. Ce qui me gêne, c'est que visiblement, cette lutte contre la corruption, n'est-ce pas, telle qu'on veut la présenter, n'est pas objective. Elle est, disons les choses, elle est sélective de cette manière-là. Vous voyez, quand vous voulez lutter contre la corruption, vous posez les jalons. Lorsque vous dites qu'elle est sélective, c'est pas que vous dites, vous ne disculpez ou vous ne dédouanez pas les mises en cause. J'ai dit plusieurs fois, je n'ai aucun élément pour dédouaner quelqu'un. Justement. Je n'ai aucun élément. C'est dire que ils peuvent. C'est pas aujourd'hui, il y a pas, les preuves ne sont pas encore établies. Puisque vous voulez que je parle, je vais parler. Oui, parlez. Quand vous voulez lutter contre la corruption, vous affichez dès le départ ainsi, et des migrateurs, des oiseaux migrateurs estampillés corruption, vous n'en prenez pas dans vos rangs. J'ai parlé de machines agricoles tantôt. J'ai parlé de affaire PPA2. Il y en a parmi ces scandales-là. L'affaire PPA2, la justice a livré une décision. Erreur.
La justice ne s'est pas penchée sur le cas du député dont il est question. Non, on a voulu, d'ailleurs, ça fait partie de la manipulation, on a fait croire à tout le monde que Barthélémy Cassa, puisque tout le monde connaît, Barthélémy Cassa est blanc dans toute cette affaire. Allez vous renseigner à la justice. La justice, la décision ou l'ordonnance donc du juge Azo, ne sait pas, il s'est occupé des fonctionnaires et de leur rôle dans cette affaire-là. Le cas Barthélémy Cassa est intact. Personne n'a demandé la levée d'immunité de Barthélémy Cassa, la preuve. Et donc, c'est une affaire intacte. C'est guerre, comme on dirait à Porto-Novo, et on peut toucher à tout moment. Vous voyez? Et donc, quand c'est comme ça, vous ne vous salissez pas la main, vous montrez déjà le chemin en ne vous mêlant pas, en ne vous accommodant pas, n'est-ce pas, de ces genres de personnages. Mais j'ai parlé de choses. Vous savez aussi qu'il y a une affaire avion présidentiel. À tort ou à raison, c'est cité. Et quand vous citez ces affaires, vous allez chercher les acteurs concernés, vous savez où vous les retrouvez. Donc quand c'est de cette manière-là, je dis, vous n'êtes pas crédible dans votre lutte. Et mieux, quand vous entamez la lutte et que c'est une sélection dans le temps selon les têtes des individus, et rien ne frappe dans votre propre camp, alors que on a parlé de Dayori dans ce pays, comme quoi le chef de l'État, enfin, cet acteur politique était proche quand même du chef de l'État. Le chef de l'État... il est sorti depuis quand? Non, Dayori doit se trouver encore en prison. Mais c'est le seul exemple qu'on met. Donc, voyez, c'est dire que... Le dossier de l'Assemblée nationale, c'était aussi ce dossier-là. Voilà. Le siège de l'Assemblée nationale, c'est... Et quand même, le Conseil des ministres a tranché. Il a dit avec CERO-SA qu'on va régler les choses à l'amiable. Mais pourquoi régler à l'amiable alors que le scandale appelle tellement de noms? À tort ou à raison, on peut les mettre à disposition de la justice qui soit blanchis exactement comme ceci. Parce que ce n'est pas parce qu'on a levé l'immunité qu'ils sont déjà accusés de ci ou qu'on a la certitude de ça. Et donc, la même procédure, ne serait-ce que pour faire la pédagogie, ne serait-ce que pour montrer l'exemple, ne serait-ce que pour inquiéter, comme disait Nelly, ceux-là qui ont à charge la gestion du denier public, eh bien, de faire attention demain. Ceux-là qui gèrent aujourd'hui, de faire attention, eh bien, on devait procéder de cette manière-là. Et c'est ça qui profite à tous citoyens, c'est ça qui profite aux Béninois. Je dis encore une fois, il y a tellement de problèmes de gestion dans ce pays que si on gère de cette manière-là, on s'enfonce davantage, on ne règle pas le problème de la corruption, mais on s'engouffre. Nelly Dojino, rapidement pour conclure sur ce sujet. Oui, c'est d'inviter les concernés à avoir un mental de fer. Parce que moi j'ai appris que la politique ce n'est qu'une jungle. L'Assemblée nationale c'est le haut lieu par excellence de la politique. Ce que je sais, ça va jouer forcément pour les élections. Mais la politique, c'est un monde où vous avez de courage pour y aller. Quand vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher, la justice fera son travail, mais prendra le temps que ça prendra au profit de la politique. Et ça vient dissuader ceux qui pensent que l'Assemblée nationale est un haut lieu de... C'est un parapluie, un refuge. Et j'en suis convaincu que d'ici peu, les données vont changer. Non, moi je pense que ce qui est posé comme acte aujourd'hui, ça vient plutôt montrer à tout un chacun que quand vous n'êtes pas clean, quand peut-être vous avez des choses à vous reprocher, quand vous avez touché le denier public, il vaut mieux être dans le camp des forts. Et ça, je dis encore une fois, c'est la conclusion ça que vous tirez. Ça ne guérit pas de la lutte contre la corruption, c'est ma conclusion. Merci, nous changeons de sujet. Nelly Dojino, ce matin, vous étiez au tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour l'affaire CNSS BIBE. Une énième fois, le procès a été reporté. Déjà, rappelez-nous brièvement les circonstances dans lesquelles ce report a eu lieu. Oui, aujourd'hui était prévu le délibéré des dossiers CNSS BIBE, également du dossier à Taorinho qui l'oppose à la douane béninoise. Il s'est fait que le juge en charge du dossier, le juge Azo, est en mission. Donc, il s'est fait substituer par le juge Dimou Gado, qui, lui,
a pris la chambre aujourd'hui, mais les dossiers mis en délibéré, il n'a pas pu se prononcer. Il a opéré un pur renvoi, c'est-à-dire le renvoi de délibéré pour le dossier CNSS-BIBE au 31 juillet prochain, c'est-à-dire à Witten, dans une semaine. Le dossier de Atao Renho le 7 août, dans 2 semaines. Voilà la situation telle que présentée. Mais ça n'a pas été du goût des avocats de la défense qui pensent que c'est une manière de torturer moralement leurs clients. Quand on sait qu'aujourd'hui, ce serait peut-être la condamnation ou la relaxe pour ces personnes qui sont en prison depuis 8 mois. Comment ça se fait que le juge se retrouve à ce moment précis à ne pas prendre sa chambre? Les avocats de la partie civile représentant l'État diront que ça arrive à tout humain, ça arrive à ce que le juge soit empêché, soit en mission, que ceux de la défense pensent que ce dossier est tellement si important qu'une mission, on peut la confier à un autre juge pour permettre à ce juge de prendre ce dossier-là. Ça a créé un incident au tribunal. Jusqu'à quand la fin de la mission du juge Rodolphe Azo? Si le dossier a été renvoyé, le délibéré, du moins ça a été renvoyé à Witten, c'est sûr que le juge Azo serait là, à moins que le 31 juillet, on nous dise qu'il n'est toujours pas rentré, ce qui veut dire qu'on irait de repos en repos. Et rien ne dit également qu'il va rendre forcément son verdict. Il peut aussi revenir et renvoyer. L'inquiétude de la défense, c'est que nous emboîtons le pas vers les vacances judiciaires. Et quand c'est les vacances judiciaires, le tribunal tourne à peine à 5%, pour ne pas dire à 3%. On prend juste les dossiers en procédure d'urgence, c'est-à-dire les flagrants délits et les citations directes, tout ce qui est vraiment urgent. En dehors de ça, les juges sont en vacances, les avocats également. C'est la crainte de la partie de la défense, des avocats de la défense. Voilà à peu près ce qu'on peut dire par rapport à cela. Vigile Laroncet, au nom de la quête de vérité, au nom peut-être également de la mission du juge Rodolphe Azo, les prévenus, les mises en cause, Laurent Métoyon et autres doivent désormais retourner encore une fois en prison. Voyez, comme Nelly l'a dit, comme les avocats de la partie civile l'ont également dit, il peut arriver à tout humain de voyager, d'avoir une mission, certes. Mais le contexte, encore une fois, n'est pas bon. Le contexte n'est pas bon. Déjà, on a parlé de flagrant délit. Et tous les juristes, même les débutants, vous disent que on est déjà, n'est-ce pas, en faute, pour parler ainsi, en violation de la loi par rapport au flagrant délit. Ça fait quand même 8 mois que ça dure. Et on vous dira que la détention devait être une exception dans l'état de droit. C'est comme ça. Mais ça fait 8 mois quand même. C'est des humains. Et on parle de délibéré. Ça veut dire quoi? De juge suppléant, pour parler ainsi. Il n'a pas à connaître de tout le dossier. Il a juste à venir dire le délibéré. Donc, si je comprends bien, à venir dire le verdict que l'autre a dû laisser. Donc, c'était tellement simple que, même pour le bon sens, on se dit, mais pourquoi encore reporter? Non, mais puisque c'est le juge Azo qui était en charge du dossier, pourquoi ne pas l'attendre? Vous pensez que le délibéré va être laissé par qui? Va être écrit par qui? Entre le suppléant et celui qui a connu le dossier juste là. Ce n'est pas du tout, à moins que le suppléant reprenne encore tout le dossier. Mais le délibéré ne peut être laissé que par celui qui a connu le dossier juste là. Vous savez que c'est un dossier où c'est un procès un peu épineux. On peut peut-être dire, c'est-à-dire la décision rendue par ce juge Garba, je crois, ou Gado, voilà, par le juge Gado, que c'est lui désormais, on peut lui imputer la responsabilité. Alors que nous sommes au Bénin, Vigile Laroncet, et à tout moment on peut dire mais pourquoi on peut dire mais pourquoi c'est à ce moment-là que le juge Azo a voyagé, il est en mission. Mais dans ce cas il n'accepte pas, non? Dans ce cas il n'accepte pas cette suppléance. C'est aussi simple que ça. Si vous acceptez, et on allait simplement constater son absence. Mais oui, mais vous ne pouvez pas accepter, n'est-ce pas, et dire que vous reportez. On a quand même dit délibéré, hein, c'est-à-dire on a déjà connu l'affaire. Ça a été jugé, il reste juste à rendre public le verdict. Le verdict qui est là, donc il vient mettre au courant l'opinion et les accusés d'abord et leurs avocats
du verdict. Ça interpelle. Et dans un état de droit où, je dis encore une fois, on est dans une situation où il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer les choses aux gens. Nous sommes encore dans l'apprentissage de la démocratie. Nous sommes encore dans l'apprentissage de l'état de droit, de ce que c'est que connaître ces droits. Ça ne fait pas pédagogie et je suis encore une fois désolé. Nelly Dodjinou, l'impression que nous sommes face à une affaire politique se dégage toujours. Oui, ça se dégage et parfois vous avez du mal à comprendre. C'est-à-dire un dossier flagrant délit qui prend tout ce temps-là, ça vous inquiète. C'est vrai, hein, l'avocat de l'état civil, de la partie civile ou de l'état béninois disait, ben, bon, c'est pour la première fois que le juge a été empêché. Vous vous rendez compte que les renvois ont été pour la plupart dus aux avocats de la défense, leur procédure peut-être également pour les accusés. Donc il s'est dédouané, il a dédouané le juge. Mais quand vous lisez, quand vous avez suivi tout le déroulé, vous avez suivi les débats au fond, l'argumentaire, le plaidoyer des avocats des deux parties, c'est comme si on dit, bon, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est un peu dans le dilatoire. Il faut prendre le temps que ça prendra. Dilatoire ou le temps de réflexion, comme vous le disiez. Non, le temps n'est plus... Le temps, il n'y a plus de temps de réflexion. C'est-à-dire, les avocats ont plaidé déjà, ont déposé leur plaidoirie. Le juge a mis le dossier en délibéré, donc il est censé pencher sur le dossier et rendre le verdict. C'est aussi simple que ça. Mais quand on renvoie, c'est ça, je dis, l'avocat va paraper, il disait, mais nous sommes en train d'aller vers les vacances judiciaires. Est-ce que ce n'est pas l'intention de traîner le dossier jusqu'à ce que ça coïncide avec les vacances judiciaires? Et quand ça coïncide avec les vacances judiciaires, c'est parti pour 2-3 mois. Autrement dit, Laurent Métognon avait raison, par exemple, de récuser le juge longtemps. Bon, nous n'allons plus faire ce débat-là parce que c'est vrai, la procédure de récusation n'a pas été la bonne. Peut-être si ça a été la bonne, ils auront eu droit à un autre juge. Mais tant que vous êtes sur le terrain politique, même si vous avez changé, vous récusez, c'est sûr qu'on vous donnera un juge qui pourra faire l'affaire. C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on va souhaiter, c'est que ce dossier, on puisse rendre ce verdict et qu'on puisse parler d'autres choses. On a tellement de choses à dire. Et aujourd'hui, on a constaté, il y a eu un mouvement d'humeur au tribunal parce que l'UNICEF était là, n'était pas d'accord contre ce renvoi-là. Il y a eu qu'on a arrêté quelques-uns, mais bon, ils sont habitués, ils sont tout le temps là, dès qu'il y a procès, dès que Laurent Métognon est là. Également, le dossier du Atao, je l'ai vu aujourd'hui. Nous allons revenir sur ce dossier après. Vigile avancé, un mot rapidement pour conclure. Je dis encore une fois, si nous sommes toujours dans un état de droit, si nous sommes toujours en démocratie, à un tel qu'on y est arrivé en 90, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, surtout avec l'association des faits. Quand vous prenez tout ce que nous avons dit juste là, un système, ça fonctionne. On a quand même dit système avec des éléments. Et dans un contexte où on dit que le système aurait des éléments, n'est-ce pas, dans l'appareil judiciaire qui obéirait, n'est-ce pas, fonctionnerait comme le système l'aurait voulu et qui seraient des appendices du système, il faut faire très attention à ces genres de détails comme aujourd'hui au tribunal. Merci beaucoup à vous, Vigile Avancé. Merci également à Nelly Dodjinou. Ghislain Agwangba assurait la mise en onde. Dans quelques secondes, le grand point de l'information. Bonsoir chez vous.